quelqu'un prenne le micro. Nous allons passer le micro à Pacom Zégué, le secrétaire général du CRD. Allô. Merci, chers frères, chères sœurs. Merci, chers mamans. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci. Nous profitons de cette occasion aussi pour remercier le professeur Baloubi Toto Jérôme d'avoir accepté de pouvoir donner cette conférence. En fait, cette conférence est organisée par le Comité de résistance pour la démocratie, le CRD, qui est une organisation de résistance, qui fait partie de la résistance ici en France. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de permettre à chacun de nous, à chacun de vous, de comprendre la véritable nature du régime. Voilà, parce que lorsqu'on prend quelqu'un et on le met en prison, en général, c'est pour l'adapter à la société. Mais cette personne-là, ce qu'il voit dans cette prison, ce qu'il voit dans le processus de son arrestation, peut savoir, peut nous dire ce que ce régime-là veut. Donc aujourd'hui, on a manifesté, on manifestera toujours, on a sensibilisé, on sensibilisera toujours. On va aujourd'hui retenir, avoir certains arguments, avoir la vraie nature qu'on dénonce toujours de ce régime, et afin que chacun de nous puisse, avec les informations obtenues, diagnostiquer de façon véritable la situation de la Côte d'Ivoire afin d'adapter des actions appropriées en vue de la libération de la Côte d'Ivoire et celle du président de l'Ombre. Je vous remercie. Et donc je vais passer sur la parole au professeur Baloubi. Merci. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier le CRD qui m'a invité. Je voulais rester aussi dans mon coin, comme certains l'ont fait. Mais je pense qu'il est important qu'on rende témoignage. Parce que surtout pour vous qui êtes ici, quelquefois, ça paraît théorique quand on voit des choses à la télévision. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est important que je vienne rendre témoignage. Je remercie donc le CRD d'avoir organisé cette séance. Je ne serai pas très long, mais je souhaite qu'on discute plus tôt. Je souhaite qu'on parle. Parce que ce dont il est question, ce n'est pas nos intérêts personnels simplement. C'est la vie de la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, nous n'avons plus de terre. Je vois certains qui luttent peut-être pour se positionner dans un gouvernement de réconciliation. Mais s'il n'y a pas de pays, là, il n'y a pas de gouvernement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir pour qu'on s'entretienne. Je voudrais saluer Marie-Claude. Tu peux te tenir debout. Je vous dirai pourquoi. C'est ma grand-mère, elle est venue aussi à ma grand-sœur Béatrice, que vous connaissez déjà, elle est très active. Alors Marie-Claude, je parle d'elle parce que j'étais au golf avec elle. Je la salue parce que Marie-Claude avait la possibilité de faire comme certains. C'est-à-dire aller du côté où ça sent bon. Et Marie-Claude a été arrêtée à la résidence du président parce qu'elle était allée prier, simplement. Donc elle a passé quelques temps. Moi, je les ai trouvés au golf parce que moi, je suis passé, je vous dirai par où je suis passé. Avant d'arriver au golf, je les ai trouvés au golf. Donc je voudrais la saluer. Puis je voudrais vous saluer, vous tous. Vous qui êtes ici, qui avez fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire. Parce que c'était important que les gens sachent ce qui se passe. Ils ne savent pas, en réalité, ils ne savent pas. On connaît les Français, il y en a qui ne connaissent même pas les villes de leur propre pays. On leur a demandé de parler de la Côte d'Ivoire. Oh, Gbagbo, c'est un dictateur. Est-ce que vous connaissez Gbagbo? Non, mais c'est ce qu'on a dit. Donc il faut qu'on... Et c'est ça l'objectif, l'un des objectifs de cette rencontre, c'est de renverser l'opinion. Parce que la parole a un effet dévastateur. Et quand on a sorti ça,
s'il n'y a pas de contre-parole pour rétablir les choses, c'est difficile. Et c'est ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que notre rôle à nous, c'est de renverser ces choses. Ceci étant, comme je l'ai dit, je dirais un peu de ce qui s'est passé. Parce que je suis en train d'écrire un livre. Il faut que vous achetiez après. Si j'ai dit tout maintenant. Alors, beaucoup de choses se disent. On dit plein de choses sur la Côte d'Ivoire. Mais il faut que vous sachiez que le régime qui est en place est un régime qui est venu détruire la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de vendre notre pays des terres, on est en train de distribuer des jugements supplétifs. C'est-à-dire, ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal. Donc ne prenons pas ça à la légère. On est en train de distribuer des extraits de naissance. Les gens occupent les terres de l'ouest, du sud-ouest, de partout. Ils sont en train de s'installer, de nous déposséder de ce que nos pères ont eu, du travail que nos parents ont fait pendant 40, 50 ans. Des gens venus de nulle part s'installent. Alors, on m'a présenté déjà, j'étais donc secrétaire général de l'université au moment des faits, au moment de la crise. Donc j'ai vécu ça en direct, parce que ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est que l'université de Cocody a été bombardée. Il y a eu des morts, beaucoup de morts. C'est pour ça que moi j'entends 3000 morts, ça m'énerve, ça me fait mal. D'abord, comment est-ce qu'ils ont compté les 3000 morts comme ça? Qui a compté? Avec quel élément de mesure? Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont morts à l'université, des étudiants qu'on a poursuivis. Donc moi, disons que du 30 mars 2011 à avril, tous les Ivoiriens étaient terrés. Hein. Moi, dans tous les cas, depuis un mois, je n'étais plus chez moi à la maison. J'étais quelque part aussi, caché comme les autres. Et puis, il y a eu l'arrestation du président. Donc, je ne vous dis pas le sentiment que chacun a pu éprouver en ce moment-là. Surtout que la veille, on nous disait, oui, il y a les Russes qui sont là, il y a les X qui sont là. Ils sont venus. Non, non, c'est rien ça. L'autre ici, là, on a remplacé, machin, tout. Et puis, le 11, on voit le président à la télévision. Mais la fin du monde pour nous, c'était ça. Hein? Et donc, après l'arrestation du président, moi, j'ai été appelé par le vice-président de l'université. Alors, je rappelle que mon rôle en tant que secrétaire général, je suis un peu le chef de l'administration de l'université. Donc, tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines, du patrimoine, c'est mon rôle, c'est mon travail. Elle a éteint. C'est la musique de l'éteinte. Donc, le vice-président de l'université m'appelle parce que je rappelle que pendant les combats, il y a eu des combats à l'université. On a poursuivi des étudiants à l'université. Donc, j'étais en contact avec des étudiants qui étaient sur le campus, au quotidien, qui me disaient ce qui se passait. Comment est-ce qu'on a bombardé l'université? Comment est-ce que des blessés qui ont fui pour aller au CHU ont été achevés sur les lits à l'hôpital? Donc moi j'étais en contact régulièrement avec des étudiants. J'avais même un des agents qui est resté coincé, lui il habitait à Bobo. Quand il est venu, quand il y a eu des combats, il était obligé de rester sur l'université, il était caché quelque part. Donc pratiquement tous les jours, il me tenait au courant de ce qui se passait. Les vols, et tout ce que vous imaginez, on a cassé tous les bureaux, on a pris tous les coffres, on a pris tous les ordinateurs. C'était des camions, hein. À l'université, des camions viennent tous les matins, ils chargent, ils s'en vont. Sous les yeux de l'ONU ici, sous les yeux de la licorne. Et donc, moi, le vice-président m'a appelé pour qu'on fasse l'état des lieux. Bon, après l'arrestation du président, on s'est dit qu'ils ont atteint leur objectif, donc il n'y avait plus de raison de continuer à tuer ou à combattre.
initialement, donc le président a été arrêté le 11. Initialement, le lundi 18, je devais me rendre sur le campus pour faire l'état des lieux. Pour voir ce qui s'est passé, pour faire l'état des lieux. Le vice-président m'a appelé, je lui ai dit OK. Le lundi, je suis sorti le matin, puis j'ai vu la situation. Bon, c'est des morts, je me suis dit, bon, écoute, aujourd'hui je ne vais pas aller. On m'a appelé pour aujourd'hui, je ne vais pas aller, je vais aller demain. Entre-temps, ma mère est à Yopougon avec mes neveux orphelins. Ils ont été obligés de quitter Yopougon à pied pour aller à Dabou parce qu'il y avait des combats à Yopougon. Il fallait que je m'occupe d'eux pour qu'ils aillent à Boisflé et qu'ensuite j'aille à l'université. C'est ce que j'ai fait. Donc, le lundi 18 avril 2011, je suis allé jusqu'à Dabou. Je ne vous dis pas les écueils, mais on a pu arriver quand même. Je n'avais plus d'argent. Ma mère et mes neveux, mes petits frères devaient aller à... Comment faire? J'ai négocié avec les gens pour qu'ils arrivent à Yamoussoukro, pour qu'ensuite mes anciens collègues, puisque j'étais à Yamoussoukro, pour que mes anciens collègues prennent la relève pour qu'ils continuent jusqu'au village. Donc c'est le mardi 19 donc que je suis rendu sur le campus avec mon fils et mon neveu. On est arrivé, bon, tout était dévasté naturellement. J'ai quand même fait l'état des lieux. Ce jour-là, j'ai trouvé 4 personnes sur le campus. 3 collègues, plus un responsable de l'administration, qui était un de mes agents. Je l'ai salué. Quand j'ai fini, je suis sorti. Je suis passé par le chute de Cocody, pour ceux qui se rappellent encore. Et puis, j'ai pris la voie de la gendarmerie pour rejoindre ce qu'on appelle aujourd'hui le carrefour de la vie. Il devait être entre 9h30 et 10h. Au feu, je devais aller à droite pour aller vers Angré et tout ça. C'est là que 3 véhicules nous ont encerclés. Au feu. J'avais 2 véhicules bondés des militaires avec tout ce que vous imaginez comme armes, les lance-roquettes et tout. Et nous encerclent. On nous dit de descendre. Je descends avec mes enfants. C'est vous le secrétaire général? Je dis oui. Ah d'accord, on nous a dit que c'est vous qui logez les miliciens sur le campus. Vous avez des caches d'armes chez vous. Bon, j'étais surpris, hein. C'est quand ça vous arrive, c'est après que vous réalisez le danger. Ben, ils étaient prêts, hein. Il y en a qui avaient armé leurs fusils, leurs calaches et tout ça. Je lui ai dit oui, mais bon. Je lui ai dit non, c'est ce qu'on nous a dit. On va aller chez vous. On va pétitionner. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis, bon. Quand ils vous arrêtent, la première chose qu'ils font, c'est vous dépouiller de tout ce que vous... Ils mettent la main dans vos poches, hein, c'est pas... Voilà, ils ont pris tout ce qu'ils avaient, mon sac, nos portables, mon ordre, enfin tout ça, ils ont pris. Et puis ils ont pris le volant de ma voiture. Donc on était avec eux. D'abord, ils ont discuté, il fallait le tuer ou pas. Bon, c'est en pleine ville en fait. Mais naturellement, des gens passaient. Mais ils ne peuvent rien dire. Les gens passaient. Et puis bon, finalement, ils ont décidé de nous amener d'abord à leur base. Alors leur base, c'est plein de chefs, hein, donc chaque chef a sa base. Ceux qui nous ont arrêtés, c'est des gens qui étaient basés à la CLS de Williams, pour ceux qui connaissent, c'était leur base. Donc on nous a amenés à la base. Bon, leur bureau était dehors, ils nous ont reçus. Bon, ils ont posé les premières questions à mon fils et mon neveu, ils les ont mis dans le camp. Moi, parce que le chef était assis dehors, sur la voie publique, c'était là son bureau. Ils ont fait rentrer mes enfants, bon, certainement pour les intimider, si vous voulez. Et puis, ils sont revenus. Ils disent, ok, on va le perquisitionner chez toi. Donc, avec la même escorte, on est parti chez moi en Hongrie. Mais ce jour-là, mon quartier était devenu, comment dire ça, sur le plan militaire, mais assiégé. Ils ont quadrillé le quartier rien que pour moi. Rien que pour moi. Angré Sikoji. Mais tout le quartier était bouclé. Alors on est rentré chez moi, mais vraiment avec fracas. Ils ont tapé le portail, on est rentré. Entre-temps, moi j'avais recueilli des familles
qui habitaient à Bobo, c'était au moins 3 ou 4 familles. Les gens étaient chez moi. Moi, je suis rentré avec eux. Quand on est rentré, tu as dit, c'est sûr qu'il y a des arbres ici. Bon, naturellement, vous imaginez tous ceux qui étaient à la maison pleuraient. Je me dis, non, calmez-vous. Je me dis que c'est moi qui ai les arbres, ils vont chercher. J'ai 2 chiens, 2 bergers allemands. Quand ils sont rentrés, ils voulaient les tuer. Les chiens n'ont même pas aboyé. Pourquoi? C'est moi que vous voulez. C'est les arbres. Laissez les chiens, ils n'ont rien fait. Quand ils me voient, c'est normal. Ils viennent vers moi, c'est tout. Donc, ils ont fouillé la maison de fond en comble. Ils ont fouillé de fond en comble. Toutes les valises. Maintenant, ceux qui peuvent prendre le passage, ils prennent. Ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé d'armes. J'ai un petit bureau à la maison. On est rentré là-bas. Il y a un qui s'est assis. Ça, c'est un bureau de poste, ça. Donc, il doit y avoir des choses ici. Là, les groupes de bureau, ils ont pris ce qu'ils avaient envie de prendre. J'ai un petit frigo. Ils se sont servis. Il y a un qui a pris, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, l'eau pétillante là. Perrier. C'est que ça. Enfin bref, j'ai dit, mais c'est. Donc ils ont fouillé pendant près d'une heure. On n'a pas trouvé d'armes. Mais l'enfant était resté à Williamsville. Hein, tu me dis, bon, tu sais combien d'envois pour te tuer? Il dit, oui, je sais. Mais qu'est-ce que je peux faire de toutes les façons? On vient de tuer ton fils, hein? On vient de tuer ton fils. Oh non. J'ai dit, mais si vous l'avez tué, je ne peux rien faire de toutes les façons. Ok. Donc de la maison, nous sommes repartis à Williamsville. Ça, c'était que, en fait, l'entrée en matière, hein, à Williamsville, maintenant, je suis rentré dans le camp, où mes enfants étaient déjà. J'étais accueilli par 2 enfants. Ils n'ont même pas l'âge de mes enfants, ils ont 13-14 ans, avec des calaches. On fait asseoir par terre, il y avait une nappe de sang. On fait asseoir, tu as vu ça? Ça, on va te faire tout à l'heure. Et puis, ça a duré 30 minutes. Après, leur chef a dit, bon, amenez-le ici. Je suis allé. Là, on m'a enchaîné. Michel, là, il y avait un poteau métallique. On m'a attaché. Donc, j'étais debout. Le chef est venu. Bon, je me suis dit que le chef, il est plus raisonnable. Alors que c'est là que les choses sérieuses commençaient. Il m'a enchaîné. Il a dégainé son pistolet. Il m'a dit d'écarter les jambes, ce que j'ai fait. Il a mis son pistolet là. Là. Ça a été les minutes les plus longues de ma vie. C'est-à-dire à ce moment-là, et c'est ça que je rends gloire à Dieu parce que j'étais serein. Amen. Le pistolet est resté sur ma nuque pendant... Bon, comme je ne pouvais même pas compter. Pendant un moment. Et puis, il a enlevé le pistolet, il a tiré 2 coups de feu entre mes jambes. Après, bon, il allait s'asseoir. Oui, c'est vous qui avez tué les enfants, les gens, on va te tuer devant tes enfants. Je vois encore mon fils qui tremblait de tout son corps. Je ne sais pas comment qualifier ça. J'avais pitié pour lui. Traumatisé. Donc moi je suis resté enchaîné pendant quelques temps. Tu es un homme, parle en homme. Tu es un homme. Laisse-nous pleurer à ta place.
Excusez-moi. Béatrice Kapouka. Donc pendant, je suis resté enchaîné pendant 2 à 3 heures de temps à peu près, mais debout. Je suis debout. Et puis, à un moment donné, il m'a envie de m'asseoir. On m'a donné une chaise, je me suis assis. Il devait être 15h ou 16h. Et puis j'ai appelé le chef, je lui ai dit, mes enfants, vous dites que c'est moi qui ai les armes? Ok. On a cherché chez moi, à la maison, on n'a pas trouvé. Je peux vous montrer la route de mon village. On peut aller là-bas aussi. Mais de grâce, libérer les enfants. Ils ont accepté de le faire. Donc, vers 16h30, les enfants sont partis. Un temps, leur chef m'a dit, parce que le matin où on m'a arrêté, ceux qui m'ont dit que c'est mon ministre de tutelle, donc le ministre Cissé Bakongo, qui les aurait envoyés. Donc ils les envoyait pour me tuer. Et donc quand les enfants sont partis, le chef m'a demandé, mais quel problème vous avez avec votre ministre? J'ai dit, mais quel problème? Je n'ai aucun problème avec le ministre. Moi, c'est qu'il nous a dit sur vous. Donc les enfants sont partis vers 16h30. Quand mon fils partait, il tenait à me serrer la main. Je lui ai dit non. Et il pleurait, il voulait me serrer la main. Je lui ai dit on va se revoir. On va se revoir, il faut partir. C'est comme ça que les enfants sont partis. Donc je suis resté, ça c'était donc le mardi 19, mardi nuit et mercredi nuit, j'étais à Williamsville. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça a été difficile. Très difficile. Très difficile. Le mercredi matin, bon, je osais croire encore que ce n'était pas vraiment Bakongo qui avait envoyé les gens. Le mercredi matin à 9h30, il a envoyé son DAF, que je connais très bien parce qu'il était directeur du CRU. Il est venu me voir. Il s'appelle Meïté Adama. Je m'appelle SG. Je dis SG. Je viens de la part du ministre. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je dis vraiment, si tu sais quelque chose, il faut le dire. Sinon ça peut mal se passer. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit Meïté. Tu sais le rôle que je joue à l'université, tu sais le travail que je fais. Tu connais mon champ de compétences. Mon rôle, ce n'est pas de loger les gens, c'est toi. Quand tu as été directeur du groupe, c'est le groupe qui loge les gens. Donc d'où vient que c'est moi qui loge les miliciens de Guago sur le campus. Donc tu diras au ministre ceci. Je ne sais rien, je n'ai rien fait. Et si malgré ça, vous voulez me tuer, je suis prêt. Je suis prêt. Ça a duré 30 minutes. Et puis, Meïté m'a dit qu'il va rendre compte au ministre Bakongo. Donc il est parti mercredi. Mercredi, je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Donc j'ai passé la nuit de mercredi encore à Williamsville. Puis le jeudi à 16h, le chef du camp m'appelle. Oui, donc c'est comme ça que je suis arrivé au golf. Je suis arrivé au golf vers 17h. On m'a fait entrer. Ah oui, pardon, ah oui. Comme je les ai trouvés là-bas, je n'avais même plus la notion de l'heure. Bon. Donc moi je m'attendais à ce qu'on m'amène dans le bureau de quelqu'un qui va me recevoir. Non, on est passé quelque part, puis je rentre dans une grande salle. Mais honnêtement, je pensais être le seul dans la salle. Je suis rentré. Et puis, on m'a dit de rentrer, puis je suis rentré. Puis j'étais debout. Mais vraiment. Et puis j'entends, c'est Marie-Claude qui m'a appelé. Hey, il y a des gens dans cette salle. Puis je me retrouve, je vois effectivement qu'il y avait des gens.
Donc ceux qu'on avait arrêtés à la résidence, ils étaient là. C'est comme ça qu'il a fait le golf. Bon, le golf, Marie-Claude connaît. Dans quelles conditions c'est un bar, pour ceux qui connaissent le golf, c'est le Flamboyant. À l'origine, c'était un bar, mais c'était devenu la prison des hommes politiques. Donc on a... Donc c'est jeudi 21 avril, je suis allé là-bas. Donc c'est elle qui m'a accueilli. Avant que je ne voie les autres, parce qu'ils étaient tous dans la salle. C'est là que j'ai su qu'il y avait des gens. Bon, on a passé 3-4 jours au golf. Donc, mercredi et jeudi. Donc c'est le jeudi nuit que Afi est arrivé. Afi est arrivé juste après moi. Quant à Afi en parenthèse, lui était à la pergola. Soro l'a appelé pour lui dire qu'il voulait le recevoir vendredi. Et curieusement, le jeudi nuit, on allait le chercher. Les gens ont cassé sa porte. Pendant qu'ils étaient gardés par l'ONU ici. Maintenant, ils sont allés casser la porte pour le prendre, pour l'amener au golf. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au golf. Donc le golf, on est resté jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Marie-Claude, vous êtes parti samedi? On est parti samedi matin. Samedi matin. Bon, donc on s'est fait une vie, on était obligé. On dormait à même le sol. Hein. Mais c'est pour les femmes qu'on avait même parce qu'elles ne pouvaient même pas faire leurs toilettes. Alors nous, pour aller aux toilettes, on se mettait en rang. Donc il y a un gars armé devant, un autre derrière. On traverse le hall de l'hôtel du golf où il y a plein de gens qui sont en vous regardent. Moi j'ai vu plein de collègues. Ils sont nommés d'ailleurs aujourd'hui. Certainement qu'ils te regardent. Mais personne ne veut te parler. Personne. Moi j'ai vu une amie, journaliste à Fratmat, je ne veux pas dire son nom. Mais ça dit, tu es comme un pestiféré, les gens ils n'ont pas envie de te voir. Et dans les toilettes, il y a des gens qui vous attendaient. Hein. C'est le coup de poing, c'est des marches. Ah oui, oui. Non. Bien sûr. Même dans les toilettes. Oui. Vous êtes pro Gbagbo, c'est suffisant. Je te donne des coups de poing. Bon, nous autres, en dehors des universitaires, beaucoup de gens ne nous connaissent pas. Il y a Afi. Afi pouvait passer toute la journée sans aller aux toilettes. Toute la journée. Oui, parce qu'il a peur. Toute la journée, il ne va pas aux toilettes. C'est vers minuit que les gars dans la compagnie. Donc on est resté au golf. Donc, jeudi, vendredi, samedi. Vendredi d'ailleurs, on a chanté un peu Marie-Claude. C'était la veille de Pâques. C'était oui, la veille de Pâques, on chantait les chansons d'église où le monsieur est venu nous dire de ne pas chanter. C'est ça. Et j'ai dit non, on doit chanter. On va mourir aujourd'hui. Avec le petit, voilà. Donc le lundi de Pâques, vers midi, hein, je saute certaines étapes, hein, vous lirez ça, sinon vous n'avez pas acheté mon livre. Le lundi de Pâques, le lundi 25, Afoussi Bamba, qui était ton élève, mon élève, qui machin, et c'était le porte-parole de Soro, en fait, c'est elle qui venait nous entretenir, dire des choses. Donc elle est venue nous dire, vers midi, elle nous dit, apprêtez-vous, vous allez partir. Alors leur langage, leur code c'était, vous allez d'un point A à un point B. Mais le fait d'aller à Bouna, c'est pure coïncidence. Hein. Leur langage c'était, on vous amène d'un point A à un point B. On ne vous dit pas où vous allez. Donc Afoussi Bamba est venu. Donc vous allez, apprêtez-vous, vous allez, on n'avait rien de toutes les façons. On t'a arrêté, peut-être que tu es sorti. Donc, bon, pour nous, je pense que c'était valable pour tout le monde. On n'avait rien à se... On dit, bon, c'est vraiment qu'on s'en va à la maison. En temps, même midi, tant qu'on nous a apporté à manger, moi j'ai dit que je ne mange pas, parce que je m'en vais à la maison. Je ne sais pas pourquoi manger. Afoussi Bamba a dit, c'était ça que j'ai retenu. Manger quand même un peu, on ne sait jamais. J'ai dit à ça. que Dieu l'a béni, c'est vrai. On sort, on s'en va à la maison, il y a quoi encore? Bon. Et puis, on nous a fait sortir par une porte dérobée, donc on a libéré les manifestants dans le temps, hein. Donc on n'était plus que 6 au flamboyant là. On nous a fait sortir par derrière. En temps, nous on a vu Michel Gbagbo arriver, lui il était à l'étage, on a fait descendre, on était 7 maintenant. Donc on nous a répartis dans 2 véhicules, un véhicule 4x4 et puis un véhicule militaire.
Et puis, bon, ceux qui connaissent le golfe, on est passé par en bas, donc on passait vers la gendarmerie qui est dans le bas-fond là. Bon, au niveau de la gendarmerie, ils sont rentrés à la gendarmerie. On va nous libérer, c'est pas ils rentrent, ça discute. Et puis d'autres militaires montent dans le... Oui. Ils montent avec des armes. Ah. Là, ça devient sérieux. Là. Et puis on a pris devant l'église Saint-Jean, sorti à l'Indénier. Bon, certains ont pensé aussi que, comme les autres étaient à Pergoula, on s'en va à Pergoula, non? On a pris la route de Yopougon. Ah, d'accord. Mais à l'entrée de Yopougon, il y avait encore des combats. C'est-à-dire, on voyait les gens se tirer dessus. Hein. Notre camion s'est arrêté, enfin nos deux véhicules se sont arrêtés. Puis il y a un d'entre nous qui a dit au chef du convoi, chef, on ne peut pas... Ah là, ça l'a énervé. Vous allez repasser. Ce sont vos miliciens qui se battent contre nous là. On va vous tuer. On s'en fout. Nous là, les balles ne nous font rien. Ça, pendant 30 à 45 minutes, on a vu les choses et puis finalement ça s'est calmé. On a pris la route de Boisflé, comme dans les chemins, autoroute du Nord, quoi. C'est la route de Boisflé. Donc on s'est dit, bon, le président est parti à Korogo, certainement qu'on nous amène à Korogo. Mais on s'est arrêté, ils avaient plein de checkpoints partout, ils avaient des petits camps disséminés, on s'est arrêté. Certainement, c'est après qu'on a compris qu'on cherchait en fait un lieu pour nous mettre. Donc on a quitté Abidjan vers 13h30. On est arrivé à Toumoudi autour de 17h. Ils voulaient prendre du carburant. Mais à ce moment-là, tout le monde avait peur. Non, les gens ont dit qu'il n'y a pas d'essence. Donc on a continué sur Yamoussoukro. Yamoussoukro, on est arrivé à 17h30. On est arrivé à la station. Moi, j'ai fait Yamoussoukro. Donc tous les jeunes de la station nous connaissent. Donc quand on est arrivé, bon, ils ont vu que c'était pas, ça sentait pas bon. Personne ne peut parler. Vous regardez. Bon, ils ont pris du carburant, ils sont servis, ils ont pris des réserves dans les bidons. Et puis, curieusement, ils rebroussent chemin, ils reprennent la route d'Abidjan. On va plus à Korogo. On arrive à Toumoudi, ils prennent le chemin de Nembokro. Bon, je ne vous dis pas, les chauffeurs là, ils n'ont pas de permis. Hein. Donc vous imaginez. Donc on a pris la route de Nembokro. Commencé à faire nuit. On s'est arrêté dans un village. Je pense que c'est un village actif, je ne sais plus lequel. Il était 20h, il n'y a pas d'électricité. On nous a donné du pain. Mais bon, enfin, c'est pas le pain qui va me dire, je préfère que, je ne sais pas, hein, le pain là, moi, il était quelque part dans la brousse. Enfin bref, on a roulé. On ne savait pas où on allait. À un moment donné, eux-mêmes ils se sont trompés. Ils devaient prendre une route là. Au lieu de prendre cette route, ils ont pris la route de Daoukro, je crois. Ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Donc on a été obligé de leur montrer. Parce que ce que je vous dis, c'est que le chef du convoi était en relation, en contact téléphonique avec quelqu'un. Depuis Abidjan, il parlait avec quelqu'un. On ne sait pas qui c'est. En tout cas, qui lui donnait des instructions. Ils se sont trompés de route. On leur a dit non, ce n'est pas la bonne route. Voici la bonne route. Oh, c'est en chemin qu'on a compris qu'on allait vers Bouna. C'est en chemin. Donc il faisait déjà nuit, hein, il a plu. Les véhicules ont failli rentrer dans les caniveaux, dans la brousse. On s'est arrêté à un moment donné. Quand le chauffeur était fatigué, on est arrivé à Bouna le lundi 25. Non, le mardi, on est arrivé à 4h30 du matin à Bouna. Donc depuis 13h, on est arrivé à Bouna. Finalement, c'est à Bouna qu'on est arrivé. Mais apparemment, leurs amis de Bouna ne s'attendaient même pas à nous. Donc ils sont allés réveiller le chef. Le chef de là-bas. Il était fâché parce qu'on ne lui a pas dit qu'on amenait des gens. Mais après, on les a informés que c'était des mercenaires libériens. On était 5 mercenaires libériens, mais parmi nous, il y avait un Angolais. Ça, c'est Michel Bagou, par exemple, c'est un Angolais. C'est comme ça qu'on est arrivé. Donc, de 4h30 du matin, on nous a fait asseoir
l'enceinte de ce qui était encore la gendarmerie, enfin, avant qu'ils ne prennent le pouvoir. On est resté là jusqu'à midi. En tout cas, c'était des allées et venues. Ceux qui nous ont accompagnés sont repartis. Les autres, ils faisaient des allées et venues. À un moment donné, il y a un qui nous a dit non, on cherche une résidence où c'est en sécurité parce que sinon c'est pas bon pour vous. Donc on cherche une villa. Vous vous mettez dedans, comme ça vous serez en sécurité, la culture et autres, les gens ne vont pas venir vous agresser, tout ça. Mais donc nous on attendait, on nous dit bon, on a pris la villa. Vers midi 30, il y a ce qu'on appelle communément une dîner qui est arrivée, le camion de transport, on dit bon, venez monter. Dans ces moments-là, tu ne peux pas poser des questions à quelqu'un. Quand tu regardes son visage, c'est avec le fusil lui parle. Donc on suit, on nous prend. Et puis, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est, je ne sais pas qui, si c'est Michel, quelqu'un l'avait dit, mais quand on nous a mis à la maison, on dit, mais vous n'allez pas nous enfermer. On dit, non, sauf ça, on va vous mettre dans une villa. En fait, c'était le régisseur de la prison qui nous parlait. Vous savez pas? Donc, vers midi 30, on est monté, et puis, on tourne dans Bouna. À un moment donné, on est devant un bâtiment, on lève les yeux, la prison civile de Bouna. Donc, on est donc revenu en prison. Bon, la prison, naturellement, depuis 2002, toutes les prisons du Nord ont été vidées. Toutes les prisons du Nord. Donc, Bouna, depuis 2002, on était les premiers pensionnaires. Donc, vous imaginez l'État, la crasse, les serpents, tout ce que vous imaginez. Donc on rentre, bon, comme la prison était vide, donc on a donné une cellule à chacun. Voilà ta cellule là. Diabaté Ben était le premier, ils ont poussé dedans. Parce que comme c'est leur frère, ils ne consomment même pas qu'ils soient avec nous. Il a trahi. C'est toi Ben là. Bon, j'ai réservé une balle pour toi. Donc on nous amène dans les cellules. Bon. On allait s'y faire et puis. C'est une petite prison, hein. Il y a un petit appartement au milieu. La prison qu'on a fait. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore fait la prison, mais on ferme. Il y a des gens qui pensent qu'on ferme l'intérieur. On ferme l'extérieur, hein, sinon c'est trop facile. Donc, nous on ferme. À un moment donné, on est ressorti. Il y a une dame qui a apporté à manger, c'était du ragoût. Il devait 14 h maintenant. Donc, on nous a servi, on était assis dehors, par terre, il n'y a pas de meubles de toute façon. Au moment où on commence à manger, il y a quelqu'un qui rentre. Qui les a mis dehors? Allez, mettez-les dedans. Ça veut dire, Dieu, on va vous nourrir ici. Qui vous a dit de manger dehors? Quelqu'un qui s'appelle Chiquito. Donc, on nous enferme, on est rentré. Et on dit d'accord, donc ça va être difficile. Bon, finalement, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, il dit qu'il a les droits de l'homme, donc il a négocié avec eux. Donc finalement, ils ont accepté de nous laisser dans la cour. Donc c'est dans la cour qu'on est resté. On nous a amené à manger ce jour-là, et puis bon. Mais c'était dur. Ça a été dur, en tout cas, les 3 premiers mois. Ça a été dur. Souffrez que je ne donne pas tous les détails, mais ça a été dur. Ça a été dur. Très dur. Et puis, donc Bouna, il fallait se faire des raisons. Alors nous, ce qu'on a décidé, on a dit, si on doit mourir, on meurt tous ensemble. Donc personne ne dormait dans les cellules. On dit, il y a un appartement, on est 7, on se couche là. D'ailleurs, même quand on est couché, ils sont autour de nous avec des arbres, ils sont couchés à côté de nous. Donc on dit, bon, on va mourir là, on va mourir. Nous, c'est ici, on ne bouge pas, personne ne rentre dans les cellules. C'est comme ça qu'on est resté. En tout cas, les 3 premiers mois, c'est comme ça. Alors, naturellement, il n'y avait rien dans la prison, mais rien. D'abord, c'était sale, mais il n'y avait rien. C'est-à-dire que finalement, c'est nous-mêmes qui avons acheté, les premiers moments, nous avons acheté des nattes. C'est nous qui avons donné l'argent pour qu'ils aillent acheter des nattes. Bon, vous direz, comment on a eu l'argent, ça je vais vous expliquer après. Mais, nous avons acheté des nattes, c'est sur les nattes qu'on a dormi les 3 premiers mois. Après, on a pu s'offrir des petits matelas. Mais, sur les 3 ou 4 premiers mois, on était tous dehors, on se couchait dehors. On a dit jusqu'à ce que, bon après quand les choses ont commencé à bouger, quand les journaux ont commencé à parler, là, bon, on a vu que ça s'est déterminé, donc chacun est rentré. D'ailleurs, nous, finalement, on a choisi une seule cellule
où on était tous au départ. À un moment donné, on a dit à Afi quand même que regarde le FPI, non, va dans ta cellule, va rester seul. Sinon, les premiers mois en tout cas, on a tous dormi ensemble. Et c'était la cellule de Michel, parce que c'était la seule, curieusement, où il n'y avait pas trop de frigo. Les autres, là, quand il pleut, là, tu ne peux pas. Donc, même chez Michel, là, quand il pleut, bon, il y a des endroits qu'on choisit. On se met quelque part. Voilà, donc, ça a été ça la vie de Bouna. Ça a été difficile. Et on était même devenus des animaux de cirque, hein, parce que, comme on a dit, c'est des mercenaires libérés. Chacun venait, il y a des jours, les chefs militaires viennent, ils viennent avec leurs copines. Voilà, pour nous regarder, ils viennent avec les portables, les films. D'ailleurs, c'est l'un des films que vous avez vu, c'est eux qui ont réalisé leurs films, des films, machin. Mais c'est comme le golf. Voilà, voilà, c'était comme ça. Mon tel chef vient avec sa copine, on se promène. Mais on s'est organisé, on s'est dit, bon, écoutez, c'est notre nouvelle vie. Parce qu'à ce moment-là, tu ne sais même pas d'abord de quoi on t'accuse, tu ne sais pas quand est-ce que tu sors. Non, tu es obligé de t'organiser. Tu es obligé de t'organiser. Il faut vivre de toutes les façons. On dit qu'on est des mercenaires. Bon, on finit par découvrir qu'on n'était pas des Libériens. Donc c'est comme ça qu'on a vécu. Et puis les choses ont commencé à s'améliorer tout doucement. La dame qui nous a donné à manger, c'est elle qui nous a donné à manger tout le temps. Hein. Elle s'appelle Abiba. Mais quand on lui a dit qu'on était les Libériens, les mercenaires, au début, c'est elle qui était chargée de nous donner à manger. Hein. Dans tout cas, tu n'as pas le choix. Même si elle t'empoisonne, ça, c'est pas ton problème. Donc, au début, elle y croyait tellement que quand elle rentre dans la prison avec notre nourriture, elle a peur. Donc, elle nous sert, elle s'assoit à 50 mètres, elle nous regarde manger. Quand on a fini, elle prend ses assiettes et s'en va. Jusqu'au jour où on a eu la visite de, je ne sais pas si c'est de la Croix-Rouge, en tout cas, une organisation des droits de l'homme, où chacun a dit comment il était arrivé là. Alors, comment est-ce qu'on s'est débrouillé pour manger? On nous a nourris les 2 premières semaines. Après, ils nous ont dit, mais de façon honnête, ils n'ont plus les moyens de nous nourrir. On a même un ami qui est de là-bas. Le monsieur, il donnait 400 000 francs par mois pour nous. C'était géré par des religieux, auxquels on interdisait au départ les chrétiens, je veux dire. Hein, plus on a dit que c'est les chrétiens qui ont soutenu Gbagbo. Donc, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la prison. En tout cas, les 3 premiers mois, ils ne pouvaient pas rentrer. Par contre, on recevait des imams qui venaient nous faire la leçon. Donc, ce sont ces chrétiens-là qui géraient l'argent que des amis envoyaient. Donc, ils nous faisaient le point quand même régulièrement. Hein. Il y a tant qui est rentré, voilà. Donc, on faisait notre menu. Et puis, on donnait à la dame, Abiba, elle s'appelle. Chaque semaine, ça faisait à peu près 40 000 qu'on lui donnait. Enfin, on lui donnait dehors, hein. Nous, on n'avait pas l'argent sur nous. Donc, c'est comme ça qu'on s'est nourris. Mais nous-mêmes, mais le plus drôle, c'est que nos geôliers, là, eux, ils n'avaient plus à manger non plus. Donc, c'est notre nourriture, là. C'est-à-dire, nous, on les a surnommés les douaniers. C'est-à-dire, quand la femme rentre, ils sont impatients, ils attendent parce que quand on a fini, là, elle va avec le reste pour qu'ils mangent. Mais on a fait mieux quand ils sont malades. C'est nous qui payons les médicaments. Et Ouattara milliardaire. Non, ça va plus loin. C'est-à-dire, à un moment donné, on a dit qu'on va les recenser pour les insérer dans les différents corps. Donc, chacun doit financer sa tenue militaire. Et, non, les gens sont venus nous dire que ça, après les 3 mois, on était. Ils sont venus nous dire, ah, les tontons, vraiment, on a financé leur tenue militaire. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Ils étaient 11 ou 14, on a financé, c'était 5 francs par personne. On a dit aux prêtres, l'argent là, prends, tu leur donnes. Il y a un qui s'est brûlé, pratiquement au 2e degré, pendant 1 semaine. Avec Kalachnikov, mais le petit, il ne peut pas marcher. On lui a dit, mais il dit non, les chefs disent qu'il n'y a rien. Bon, comme il y a des médecins quand même qui venaient nous voir, on a dit aux médecins, dites-nous ce que ça coûte pour soigner le petit. C'est comme ça qu'on a soigné le petit.
Donc, Bouna, c'était un peu ça. Beaucoup de choses ont été dites. Oui, Afid a dit, on l'a tué plus de tel est mort, machin. Et puis, après tout ça, on arrive à ce pourquoi on nous a mis en prison. Parce qu'on s'est demandé à temps. Il faut qu'on nous dise quand même pourquoi on nous a mis en prison, pourquoi on nous a arrêtés. Donc c'est le substitut du procureur qui est venu nous informer dans le mois de mai, je crois le 27 ou le 21 mai. Oui, on nous a envoyé les papiers, on va nous auditionner. Le procureur de la République va venir nous auditionner. Donc on allait en fait savoir pourquoi on nous a arrêtés. Donc Kofi Simplice est venu. Donc c'était du 1er au 5 juin qu'on devait nous auditionner. Donc chacun passait à son tour. Kofi Simplice est venu. Moi je suis passé le 3 juin. C'était le jour de mon anniversaire. Et puis, on s'attendait à quelque chose de sérieux. Monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Bleu Goudé à la télévision? Qu'est-ce que je dois penser? Enfin, c'est pour ça que je suis là. Ah, excusez-moi, monsieur. C'est pour ça que je suis là. Il me répond, mais c'est pas mon camarade. Et puis mon travail de secrétaire général, c'est pas d'aller écouter le discours de Bleu Goudé. Bleu Goudé, c'est mon étudiant. Et puis c'est tout. Bon, vous avez des relations personnelles avec le président Bako? Et pendant qu'il dit ça, en fait, ses collaborateurs sont essayés qui prennent note. Lui, il est debout, mais vraiment comme quelqu'un qui vient d'abattre une proie et puis il jubile. Il est heureux. Voilà. Il fume. Et puis tu vois ses yeux, tu sais qu'il a bu. Et puis il vole. Monsieur le secrétaire général, mais parce que vous étiez très actif pendant la campagne présidentielle dans votre région. Je dis oui, j'ai fait campagne. Mais il paraît que vous avez distribué des armes aux jeux de chevaux là, de la Maraoui. Elle dit bon, monsieur le procureur, s'il y a quelqu'un qui vous a dit ça, vous connaissez la personne, on va certainement aller dans la Maraoui, vous allez vérifier. Et puis c'est tout. Hein. C'est le genre de questions qu'on pose. Les autres, à 7 ans, m'ont demandé quel conseil vous avez donné à Babo? Il n'est pas le conseiller. Oui, même si je suis le conseiller. C'est Babo, je suis son conseiller, c'est à lui que je donne les conseils. À quoi ça me conseille? Je veux dire, les gens, ils n'avaient rien à dire. C'est-à-dire, ils voulaient habiller juridiquement un acte qu'on ne peut même pas qualifier. Enfin bref, donc le procureur a fini son audition. C'était la première audition, ça c'était au début du mois de juin. Bon, en tout cas quand on a fini, nous on était assurés, on s'est dit bon, en fait les gens n'ont rien à dire, donc ils vont nous libérer. Ah non. Ah, il y a des rumeurs, ah vous libérez machin. Il y a certains parmi nous qui avaient des relations, ah oui, il dit qu'il y a un camion qui est en route qui vient nous chercher, c'est ça. Au point que, ça c'est un parent, au point que je suis devenu un peu le pasteur de la prison à un moment. Hein. Parce qu'à un moment donné, il fallait s'accrocher à quelque chose. Voilà. Il y a quelqu'un d'entre nous qui avait une petite Bible, et puis tous les matins, lui, il allumait sa bougie, puis il priait seul. Il ne vous appelait pas. Et puis un jour, je lui ai dit, bon, là, moi j'ai une grosse Bible en plus. Donc, au point que j'étais devenu important, hein, il y a des jours où je suis fâché, j'ai dit, aujourd'hui, elle ne me lève pas, Afi, viens. Mais le pasteur, là, lève-toi. Je dis aujourd'hui, les fidèles, de bruit, vous voyez, mais enfin, on s'est organisé. Donc, on avait notre magasin, on avait le magasinier, on avait les gens qui faisaient. Donc, vraiment, en tout cas, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de frères qui nous ont soutenus de dehors. Surtout celui de Bouna même, il est de Bouna. Mais il a été fort. Tous les mois, c'était 400 000 francs CFA. On faisait pour nous donne à manger.
Bon, après, ils ont permis à certains parents de nous rendre visite. Donc, la femme de la fille venait. Alors, quand elle vient là, c'est la fête. Mais dans toute la prison, je dis, y compris avec les mots joli. Hein. Parce que quand elle vient, les soeurs, la fille, donc font la cuisine à Bongonie. Mais quand ils arrivent, mais c'est. À la limite, même, si les gens ne nous donnent même pas de sortir. Parce que c'est la bonne nourriture, on mange bien, sauce graine, plantain, tout le monde. Elle nous a fait une autre anecdote. Elle nous a donné des chapelets. On était 7, elle avait 7 chapelets. Comme j'étais le pasteur. Quand elle est partie, Afi dit, comment on fait le chapelet? C'est la femme qui a donné le chapelet. On avait 7, on était 7, donc tout le monde a un chapelet. Donc, on s'est organisé, c'est-à-dire que on s'est donné une raison. Et dans le cas, on n'avait pas le choix, il fallait vivre. Il fallait vivre, il y a eu des anecdotes. Hein. Je me rappelle un jour, Michel, on discutait, parce que là, on avait organisé des séances de conférence, chacun parlait un peu, et puis on discutait un jour de notre sort. Et puis Michel dit, mais écoutez, c'est sûr qu'Alassane ne va pas nous libérer avant les prochaines élections, en 2015. Mais le ministre Yemé a pleuré ce jour. C'était une autre référence. C'est dans sa cellule qu'on gardait nos vies, tout ça. Donc il s'est levé, mais il a pleuré. Hein, il a pleuré. Il a l'objet comme ça. Donc ce mur-là, on l'a baptisé mur de lamentation. Alors, il a pleuré. Et puis, on lui dit, bon, et puis je fais la prière au monsieur le ministre. Michel, il s'amuse. Mais c'est pas grave, on est organisé. C'est pas grave. Alors, Alassane a été investi à Yamsoukol le 21 mai, je crois. La veille, monsieur Koné, qui était le chargé des droits de l'homme là-bas, qui venait donc nous en Amérique quotidienne. À un moment donné, on lui a même interdit d'arriver dans la prière. Donc il arrive. Donc il est venu nous dire, vraiment j'ai une nouvelle grave à vous annoncer. Demain, si la cérémonie se passe mal, en tout cas vous serez les premières victimes. Le gars il est président maintenant. Il mérite le président. On dit il y a une rumeur, on dit si ça se passe mal, vous serez les premières fusillées. Ok. Et puis la partie de la vidéo. Vous avez des mots justes. La partie de la vidéo. Le 3 mai, le 3 mai c'est bien ça, le 3 mai 2011, Morou Ouattara, qui est le commandant de la zone de chacun avait sa zone. Morou, c'était celui qui régnait en tout cas sur Bouna Bondoukou. Mais il régnait vraiment, c'est-à-dire tout ce qui est justice, tout ce qui est police, tout ce qui est ministère des douanes, c'est lui c'était lui le chef. Il est de Bouna. Oh, il n'avait pas de Bouna. Lui, c'est sa mère qui est de Bondoukou. Sa mère est de Bondoukou, lui, il est burkinabé. C'est sa mère qui est de Bondoukou. Comme toujours. Donc, Morou est arrivé, c'était un mercredi, voilà, le mercredi 3 mai, il arrive. On nous a annoncé que le chef arrive. Donc, quand c'est comme ça, vraiment. C'est un peu comme si quand un président de la République arrive, quand Morou arrive dans Bouna, c'est lui qui gère les stations d'essence, c'est lui qui gère tout. Bon, il est arrivé avec un groupe de militaires, mais vraiment, avec des femmes dedans. J'ai reconnu deux de mes étudiants d'ailleurs, qui m'ont reconnu aussi. Donc, il arrive, bon, les frères, moi je viens d'arriver, c'est pour vous saluer. Je reviens demain. C'est dit, bon, les relations deviennent normales. Si on savait. Le lendemain,
Mourou arrive vers 10h, on était en train, on s'oriente comme on peut, hein, parce qu'on n'avait pas de chaises encore, on s'asseyait sur les murets là. Non, on était assis, on causait, puis on entend au portail plein de bruit. Quoi? Mourou rentre. Il nous salue. Hein? Donc il nous sermonnait là. Hein? Afri, hein, tous tes amis, c'est vous. C'est à cause de vous que les gens sont morts, mais vous allez payer. S'il faut mourir ici, vous allez mourir ici. C'est à cause de vous. Vous n'avez pas voulu reconnaître le président Lassane. C'est à cause de vous. Vous avez vu ce qu'on a fait à IB? Vous avez vu ce qu'on a fait à IB? Vous allez voir. Et puis à un moment donné, tu entends pomper. Ah là. Ah, on va pomper. Mais quand on dit pomper, c'est des coups de pied que tu as, c'est des... pendant que tu pompes là. Et puis, hein, nous, c'est le coquille. Il a commencé à pleurer. Il y a une jeune femme, là, une militaire, dit, mais pourquoi il pleure celui-là? Il dit, non, j'ai le diabète. Il dit, ah bon, mais il faut pomper quand même. On lui ne peut pas comment on vient à l'école. C'est qu'on fait à l'école primaire. Ça a duré 30 à 40 minutes. Mais vraiment, ils se sont défoulés. Après, maintenant, il faudrait que chacun parle. Il faut qu'on dise devant la caméra, on reconnaît le président de la zone. Et là, je dis, mais vous voulez dire quoi? Ça fait quoi si tu dis que il est président déjà? Quel est le problème? Donc, ils se sont bien défoulés. Et puis bon, ils étaient contents, ils sont partis. Nous avons les leçons qu'ils voulaient, ils sont partis. Et puis, donc après l'audition, normalement, le juge devait passer. Donc le juge est passé le 5 août 2011. C'est pas mal, les gars. Mais avant ça, il y a un événement, moi, qui m'a... C'est vrai qu'on souffrait, hein. Il y a un événement qui m'a fait mal. C'est la mort de mon père. J'en parle parce que c'est un des prisonniers de 1963 qui disait, dans ce genre de situation, les blessures qui font le plus mal, ce n'est pas celles qu'on voit, ce n'est pas celles qui sont physiques, celles qui sont visibles. Il y a des blessures internes, morales. Ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Quand on m'a arrêté, il y a des gens de chez moi qui sont allés voir mon père pour lui dire que oui, on m'a arrêté parce que je suis Babo. Voilà, on vient de l'arrêter. Mon père, déjà, il n'était pas très très enfant, il était à un certain âge. Ils sont allés lui dire, mon père a piqué une crise cardiaque. Il est mort dans la semaine. Et puis on est venu m'annoncer ça. Mais ça a été difficile. Parce que la veille, en fait, le 5, les autres étaient déjà informés. Hein. Bon, dans ce genre de situation, tout le monde est toujours au courant autour de toi. Donc moi, j'étais couché le 6 au matin. Les autres étaient sortis. On fait ce qu'on peut quand on sort là. Chacun, il y en a qui soulèvent des briques, il y en a. Mais vraiment pour garder un peu la forme. Donc, comme je suis un peu basketteur, j'avais fabriqué un carton. Je me débrouille avec. Donc, j'étais couché ce jour-là, puis ma fille est rentrée. Seule. J'ai trouvé ça suspect. Voilà, comme ça. Bon, faites fort, machin. Mais vraiment, je ne m'y attendais pas. Et ça, je ne suis pas encore guéri de cette situation. Parce que d'abord, je me suis senti coupable parce que c'est à cause de moi. Et en plus, je n'ai même pas pu être là pour voir son corps. J'ai tout fait, j'ai fait des demandes écrites au juge, tout. Et ils n'ont même pas répondu. Ils n'ont même plus répondu, ils disent non, c'est pas possible. Ils n'ont même pas répondu. Donc il y a eu cette épisode. Ça, il est décédé le 5 juillet. Donc en août, le 5 août, on nous a envoyé enfin des juges. Donc maintenant, c'est le fond là. C'est-à-dire, on te reproche tant, c'est le fond. Mais c'est la même comédie. Mais, oui, monsieur le secrétaire général, vous avez machin, on dit. Je vais vous montrer, j'ai regardé le papier, hein. Je vais vous montrer le papier qu'on nous a distribué chacun.
quand ils ont fini l'audition, les chefs d'accusation, on lit ça. C'est le papier qu'ils ont donné. Hein. Ce n'est pas photocopié. C'est comme ça qu'ils ont donné à chacun. C'est-à-dire un papier comme ça. Il n'y a rien, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. C'est-à-dire quand on a fini d'écouter, pendant que le gars il saisit, ils avaient déjà, ils sont venus à des ordinateurs, non? Les chefs d'accusation, c'était déjà écrit. Tout était déjà saisi. Voilà. Quand on finit d'auditionner, voilà. Bon. On vous accuse de quoi? Atteinte à la défense nationale. Attentat ou complot contre l'autorité de l'État. Constitution de bandes armées. Direction ou participation à une bande armée. Participation à un mouvement insurrectionnel. Atteinte à l'ordre public. Coalition de fonctionnaires. Rébellion. Usurpation de fonctions. Tribalisme et xénophobie. Ça, c'est leur papier. C'est ce qu'ils ont donné à chacun. Vous savez, en fait, on a tous commis le même crime. Il n'a même pas la force de te regarder dans les yeux. C'est ça. Alors, xénophobie et tribalisme, Diabaté va demander au juge. Monsieur le juge, en fait, la xénophobie, c'est contre les Gulans. Mais moi, Diabaté belge. Moi, je suis xénophobe contre qui? C'est ça. Si moi, les xénophobes là, contre toi, les xénophobes contre nous, mais je veux dire, c'est-à-dire quand la justice de ton pays et des magistrats qui ont fait des études donne ce genre de bout de papier avec eux. Supposé comme tu dis. Donc c'est dans ça qu'on était. Donc on a compris que il n'y avait pas de justice. Il n'y avait pas de justice, il n'y en avait plus dans notre pays. Donc on attendait, mais vraiment, et dans ces situations-là, c'est là que tu rentres en toi-même, plus que tu te poses des questions. Tu te poses des questions même sur l'existence d'un être suprême. Et là tu sens, là tu te rends compte que s'il n'existait pas, tu ne serais pas en vie. Tu ne serais pas en vie. Et là, je rends gloire à Dieu parce que il a fait des choses. Et je vous salue également parce qu'il y a des gens qui ont prié. C'est-à-dire des gens qui ont porté le fardeau de quelqu'un d'autre. Donc je voulais saluer une servante de Dieu. Ouais, elle n'aime pas ça, mais je vais le faire quand même. Amélie Déborah, qui a supporté le fardeau. Elle a supporté beaucoup de fardeau, mais elle a supporté le fardeau aussi. Je voulais lui dire merci. Donc je disais que Dieu parle. Et ce passage-là, moi je voulais vous l'assurer, hein, ce que je dis, je ne veux même pas qu'on s'apitoie sur mon sort. C'est peut-être important, mais il y a des gens qui... On a tout perdu, hein, le matériel, c'est pas grave, mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Et je souhaite qu'on pense à ceux-là. Qu'on pense à ceux qui sont en exil pour rien. Pour rien, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on reproche aux gens. C'est-à-dire xénophobie, tribalisme, coalition de fonctionnaires. Bon, frère, quand tu as vu tout ça, la Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Et c'est là que je vais finir, parce que j'aimerais qu'on échange. La Côte d'Ivoire est en danger parce que ce pouvoir-là, il n'a aucune légitimité. Il n'a aucune. Et Max Weber disait qu'il y a trois types de légitimité. Il y a la légitimité traditionnelle, c'est-à-dire que dans certaines cultures, de par la tradition, tu hérites du pouvoir. Ça, c'est la première sorte de légitimité. La deuxième, c'est la légitimité institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui existe, notamment la Constitution, qui peut te conférer un pouvoir
dans des conditions, dans des circonstances précises, dans des conditions précises. Et puis il y a l'autre qui ne se mesure même pas. Ça c'est le charisme. C'est-à-dire, de part, il y a une onction sur toi, il y a une onction sur vous, qui fait que les gens se soumettent naturellement. Yes. Parce que les gens se reconnaissent en toi. Même quand le gars a faim, même quand tu ne lui donnes pas à manger, quand tu apparais, il est rassasié. Yes. Quand tu apparais, il est content. Parce que tu le rassures, ta seule présence le rassure. Mais non, celui qui est au pouvoir, Alassane Ouattara, il faut le citer parce que quelqu'un disait oui, je dis la Côte d'Ivoire, je vais rentrer, c'est mon pays. Donc, c'est pas parce que je vais parler, mais Alassane n'a aucune de ses légitimités. Aucune. On ne sait pas où il est né. Donc, rien ne le lie. Je disais la dernière fois, ni l'histoire de la Côte d'Ivoire, ni sa géographie, parce qu'on ne sait pas d'où il est. Donc, il n'avait pas de géographie à la Côte d'Ivoire. Son histoire, il n'a pas d'histoire à la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas cette légitimité-là. Et puis, dans tous les pays du monde, on a dit, la démocratie a des règles. L'organe qui dit, qui décide, qui proclame que quelqu'un est définitivement élu président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Ça s'est fait ici. C'est le Conseil constitutionnel. Et puis, un président, quand on a nommé comment il s'appelle, Roland Duval, c'était l'ami de Mitterrand. Mais ça ne veut rien dire du tout. Et puis, si je ne nomme pas mon ami, vous voulez que je nomme quelqu'un que je ne connais pas? Est-ce que c'était un crime? En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a déclaré quelqu'un président. Et bizarrement, dans notre cas là, le Conseil constitutionnel, c'est son ami. Donc, pour nous, donc sur le plan institutionnel, Alassane n'est pas président. Et puis l'autre légitimité, c'est-à-dire, Alassane il fait peur. Même quand on dit son nom, il fait peur. Quelle légitimité il a? Il a quel ami en Côte d'Ivoire? Il a fait l'enfance avec qui? Il a fait l'école primaire avec qui? Personne. En conclusion, ce monsieur-là n'a rien à commettre à la Côte d'Ivoire. Il est venu pour rendre service à des gens. Il est venu pour vendre la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que moi, l'appel que je veux lancer à tout le monde, j'ai raconté mon histoire pour que les gens sachent. La veille, beaucoup de nos militaires qui sont partis. C'est au moins le tiers, sinon la moitié de nos militaires, de nos vrais militaires qui sont en exil, qui sont quelque part aujourd'hui. Et donc, on a 68 000 combattants pour construire l'armée d'Alassane Ouattara. Et Kofi allait loin, il a dit que parmi ces 68 000, au moins la moitié est d'origine étrangère. 60% sont des analphabètes. Je dis ce que Kofi Paul, le ministre de la Défense actuel, a dit. Je veux dire, quand tu entends ça, tu as pitié mais tu as peur aussi. C'est pour cela que je pense que les Ivoiriens que nous sommes, il faut que nous continuions de nous battre. On n'a même pas le choix. On n'a pas le choix. Ce sont les terres de nos ancêtres. Ce sont nos terres que les gens sont en train d'occuper à la faveur des nouvelles lois pour attribuer la nationalité, pour attribuer la propriété foncière. C'est ça. Ce dont il s'agit, c'est la disparition de la Côte d'Ivoire. Surmontons nos peurs. Surmontons nos peurs. Et puis, allons en rang serré. Je le dis, je vois Abel Maki, je vois Christian Vapin, je vous salue. Je salue mon ami personnel, Baron Michel. Il est président de... On a créé, nous les réfugiés, on a une association. Il est le président de l'Union des réfugiés ivoiriens en France. C'est bien ça. Baron Michel. Ça va se faire. Parce que, j'espère qu'il y a des Français dans la salle. Il y a des réfugiés ivoiriens en France, il y en a. Des réfugiés de la dernière crise. Donc ne pensez pas que c'est au Ghana, machin, non. Et bientôt on va se faire entendre. Dans l'égalité, mais on va se faire entendre. Donc je voulais lancer un appel à vous les leaders. Pensez à ce que
les Français ont fait dans les années 44-45. Quand ils ont créé le Conseil national de la résistance, vous savez très bien ce que c'est. Il y avait des partis politiques, il y avait des syndicats, mais pour la cause de la France, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble pour atteindre un objectif. D'abord, libérer la France. Libérer leur terre. Et ensuite, chacun va dans son camp. Et c'est ça que vous devez comprendre. Mettons-nous ensemble. Sinon, on ne va pas gagner le combat. Je me suis dit, les Blancs, là, ils n'ont pas d'émotion. Hein? Non, c'est-à-dire, les fâchés, ça, c'est pas leur problème. Quand ils ont fait un calcul, là. Si pour atteindre un objectif, ils doivent abattre un avion où il y a 300 trucs, ce n'est pas leur problème. C'est l'objectif qu'ils visent. C'est important. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Vous qui avez la charge de diriger les organisations, il faut comprendre qu'il y a qu'ensemble on peut y arriver. Donc, chers frères, chères sœurs, On n'est pas à l'heure. S'il vous plaît, on va continuer la conférence. Voilà, donc ceux qui arrivent, ils vont devoir rester derrière. S'il n'y a pas de chaises, ils vont trouver des chaises. Voilà. Merci. Non, mais soyons tolérants. Merci. Oui, soyons tolérants. Comme disait nos géoliers, ça c'est leur chanson. On n'a pas appelé quelqu'un. Il est venu de toi-même. Je voudrais, avant de continuer, saluer mon pasteur, la révérende Hélène Willy Kakou. C'est mon pasteur, hein, c'est le pasteur de mon église. Bon, je n'ai pas lui. Elle a été choisie par Dieu. Hein. Moi, j'étais pasteur en prison, mais bon. Mais c'est mon pasteur. Je voudrais qu'on la salue. Donc, je disais qu'il faut qu'on soit unis. Si la Côte d'Ivoire n'existe pas, il n'y aura pas de ministre, il n'y aura pas de machin. Et si vous laissez là, vous amuser, ils vont occuper la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de descendre. C'est à l'ouest qu'ils ont commencé là. Ah non, le jour où ils sont venus m'arrêter, ils disent qu'ils sont là pour 100 ans. Donc c'est important. C'est important, je vais finir là-dessus. Il faut qu'on soit organisé. Il faut qu'on travaille dans la discipline. Il faut avoir le même objectif. Quand on aura atteint l'objectif, quand la Côte d'Ivoire est libérée, vous allez faire votre campagne, vous allez faire tout ça. Mais actuellement, comme je vous l'ai dit, la légitimité là, ça ne se décrète pas en fait. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire, s'il est fort dans la mobilisation, il ne faut pas prendre sa place, ça ne sert à rien. Parce que quand lui parle, tout le monde vient. Toi, avec tous tes diplômes, tout ce que tu vas faire, personne ne viendra. Donc, que chacun reste à sa place. On a un objectif, qu'on libère notre président, qu'on libère notre pays. Parce que je vois que libérer le président, c'est un objectif important. Mais allons au-delà. Même si on le libère, la Côte d'Ivoire, vous l'amenez où? C'est-à-dire, on va le prendre là, puis bon, on a notre président, non. Il faut que notre pays soit libéré. Et pour ça, soyons unis. Soyons disciplinés. Moi, je l'ai dit la dernière fois à une réunion, j'ai dit, quand Abel Naki organise un truc le samedi 9 novembre, il ne faut pas que Maïli Ba organise autre chose à la même heure. Ce n'est pas bon. Vous comprenez? Il faut être efficace là. Si vous faites comme ça, quelquefois c'est les mêmes personnes qui se retrouvent dans les mêmes mouvements. Vous faites comment? Donc, mais j'ai mon idée là-dessus, je pense que je vous ferai part de mes suggestions pour qu'on s'organise. La France, où on est là, c'est comme ça qu'elle s'est libérée. Hein. Les gens ont créé, il y avait les communistes, il y avait tout le monde. Quand ils ont créé le Conseil national, on dit voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on veut pour notre pays. Il soit libéré, il faut qu'on libère nos terres, ainsi de suite. C'est comme ça. Et après, chacun est resté dans son parti. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Donc, chers frères, chers sœurs, voici en quelques mots
comme je l'ai dit, je ne vais pas tout dire parce que mon livre va sortir. Si je vous dis tout maintenant, vous n'allez pas acheter. Voilà. Vous n'allez pas acheter. Mais il y a déjà un livre qui est tout à l'heure, vous allez le voir. Oh oui, il faut envoyer, on va sortir ça. Un livre qu'on a écrit également au niveau des universitaires, où on a fait vraiment le point de tout ce qui s'est passé, de tous les événements, de comment les gens ont concocté. Parce qu'on entend telle ONG a dit ça, de ces ICG, mais en réalité, quand vous fouillez derrière, mais c'est les pays là qui sont derrière. Toutes les ONG là, on dit c'est non gouvernemental, mais c'est le gouvernement qui finance. Quand vous voyez leur budget, donc les blancs là, ils calculent. Il y a des amis blancs, ils disent non, mais c'est pas méchant, mais ils disent, pour eux là, c'est pas gros cœur. Voilà, ils calculent, ils s'assoient. Si on va ici, si ça ne marche pas, où on rentre? Si on veut prendre un produit là, comment on fait? Si on n'arrive pas à prendre le président, si on s'affiche, c'est comme ça. Et c'est comme ça que nous devons travailler. C'est-à-dire qu'on doit travailler d'abord, réfléchir. La réflexion doit précéder l'action. Sinon, vous tombez toujours dans l'erreur. Si vous agissez avant de réfléchir, c'est pas bon. Et puis, la femme de Dieu qui est là, ça dit, quand un peuple sans connaissance, là, c'est un camion qui n'a pas de frein. Hein? Oui. Et c'est ça qui tue. C'est-à-dire quand tu n'as pas de connaissance et que tu te lances dans des choses, c'est pas bon. Donc il est important qu'on réfléchisse avant de mener une action. Il faut qu'on soit unis. Libérons la Côte d'Ivoire. Le reste, ça vient après. Nos égos personnels là, ça ne sert à rien. C'est ce qui nous a amené dans la crise. C'est ce qui nous a amené dans la crise. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Parce que là-dedans, il faut qu'on fasse notre autocritique. Hein. Et on est prêt à dire, les Français ont fait ça, mais nous-mêmes là, à 80%, et je suis bien placé pour le dire, à 80% c'est notre responsabilité. Merci. On est resté, on a joué, on s'est amusé. On s'est amusé avec la Côte d'Ivoire. On s'est amusé avec le pouvoir. Donc si on doit prendre le pouvoir, si la Côte d'Ivoire, il faut qu'on réfléchisse pour qu'on ne recommence pas les mêmes bêtises. Moi, la veille, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la veille de la naissance du président, qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Des gens, c'est-à-dire, quand il n'est pas là, tu ne peux pas goûter. Parce qu'il est, c'est-à-dire, pendant que tu ne dis pas, il a le chef. Il te dit les Russes sont arrivés, tu vas dire quoi? Il a dit que c'est faux. C'est ça. Il maîtrise tout. Donc, ces gens d'erreur, on doit peu recommencer. On doit peu recommencer ça. Donc voilà, en quelques mots, frères et sœurs, voilà mon témoignage. Mais comme je l'ai dit, ce que je demande, c'est vrai que j'ai des problèmes, mais ce n'est pas ça que je demande, ce n'est pas la pitié. Mais je veux que ça serve de leçon. Et que vous diffusiez des informations, parce que beaucoup de choses se disent, oui, pourquoi ceci, cela, mais dites-leur ce que le régime actuel fait. Qui continue de tuer les gens, qui continue d'arrêter les gens. Moi, quand on m'a arrêté, les gens sont allés au village parce qu'on dit que j'ai amené des armes. On a mis ça, je ne sais pas où, dans la brousse. Et quelquefois, c'est vos propres parents, hein. C'est pas quelqu'un de loin. Moi, celui qui allait dire ça, c'est mon nom. Oui, je suis Babo, voilà, on dit d'amener des armes. En tout cas, si vous ne dites pas où il a caché, les gens vont faire descendre ici, moi je ne pourrais rien faire. Donc, ne nous amusons pas là. C'est de notre vie qu'il s'agit, c'est de notre pays qu'il s'agit. Unissons-nous. Que tout ça serve d'exemple. Pour qu'on réfléchisse, pour qu'on pense autrement. On a toutes les richesses du monde, mais on est les plus pauvres. Mais parce que on n'a rien compris. Parce que quelqu'un pense que quand il est ministre, c'est fini. Un ministre, par définition, c'est un serviteur. C'est ça la définition du ministre. C'est-à-dire qu'il est au service des autres, c'est ça un ministre. Le ministre, c'est pas quelqu'un qui est là et puis bon, il fait une petite cour, au lieu de donner du travail à ses parents, bon, il lui donne l'argent tout le monde, mais si tu n'es plus là, il va voir. Toutes ces choses-là, il faut qu'on réfléchisse pour que demain, si on récupère notre Côte d'Ivoire, que les choses se passent autrement. On a les compétences qu'il faut, on a les hommes et les femmes qu'il faut. Il faut qu'on pense pour construire la Côte d'Ivoire. Merci, professeur.